Alors donc dans cette dernière vidéo, quelques applications directes des différents postulats qu'on a énoncés. Alors d'abord, donc le phénomène de dispersion des couleurs. Donc on a déjà énoncé ce qu'était la dispersion par définition, donc c'est le fait que dans un milieu, la vitesse dépend de la fréquence. Et bien ici on va voir du coup la conséquence que ça a en termes de dispersion visuelle des couleurs. Donc vous connaissez ça déjà, bon, mais c'est pas grave, on va aller vite. Donc prenons un dioptre, ici un second milieu, donc avec N2 qui dépend de la fréquence. On a par exemple un rayon de lumière blanche qui arrive, et donc ici indice I1, et donc le bleu va avoir un indice qui va être différent, enfin la lumière bleue va voir un indice qui est différent de la lumière rouge. Du coup, l'angle de réfraction pour le bleu va être différent de l'angle de réfraction pour le rouge. Et ainsi donc, les couleurs peuvent se séparer spatialement. Donc ça, vous l'avez déjà étudié, j'imagine, avec le prisme. Donc très rapidement à nouveau, un prisme, donc c'est ce qui va permettre d'observer ça. Parce que là, ici, on a uniquement deux milieux, mais du coup, si là vous avez de l'air, mais ici, la lumière, à un moment donné, elle va ressortir dans l'air. Donc, si on prend un prisme, je vais me placer dans un cas très simple, où du coup, la lumière incidente blanche va arriver comme ça. Ainsi, sur cette face-là, le rayon arrive de manière normale, donc l'angle de réfraction sera toujours 0, quelle que soit la couleur. Donc autrement dit, c'est toujours de la lumière blanche qui continue comme ça. Par contre ici, il y a un angle d'incidence sur ce nouveau dioptre, ici, donc I1. Ici, on a de l'air qui est moins réfringent que le vert ici, donc le rayon va avoir tendance à s'écarter de la normale. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de déviation, le rayon continuerait tout droit comme ça, mais à cause de la déviation, donc il va s'écarter de la normale, il va aller vers le bas. Et donc, le bleu va être avec un certain angle de réfraction, donc j'exagère beaucoup, et le rouge avec un autre angle de réfraction. Voilà, et donc là, comme ça, vous mettez un écran, et vous pouvez ici observer l'arc-en-ciel. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici. Donc lumière blanche, lumière encore blanche ici, alors en fait c'est parce qu'on ne voit pas la dispersion spatiale des couleurs, mais elle y est, mais on ne la voit pas encore. Et là, finalement, à la sortie, on voit bien le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Petite remarque, hein, on vérifie ce qu'on avait dit, c'est que lors d'une réflexion, il n'y a jamais de dispersion des couleurs, parce que l'angle est le même pour toutes les couleurs. Alors maintenant, prenons une fenêtre. Est-ce que vous avez déjà observé la dispersion des couleurs avec une fenêtre? Alors, donc prenons à nouveau un rayon de lumière blanche qui arrive comme ça. Donc ici, le vert va être plus réfringent, donc les différentes couleurs vont se rapprocher de la normale. Donc, par exemple, le bleu va faire ceci, et le rouge, par exemple, va moins se rapprocher, donc il va faire ceci. On peut remarquer une chose, c'est que ici, les deux dioptres étant parallèles, eh bien, l'angle qui est là, qu'on peut par exemple appeler R, RB pour le bleu, eh bien, avec les angles alternes internes, c'est le même que celui qui est là. Donc, ça veut dire que l'angle de sortie, eh bien, ça va être le même que celui-ci. Ça veut dire donc que le bleu va sortir dans la même direction que la direction initiale. Comme ceci. Enfin, à peu près, parce que je ne vois pas forcément très bien. On va voir la même chose pour le rouge. Donc ce ne sont pas les mêmes angles, mais on a le même principe. On va retrouver le même angle qu'en entrée. Donc le rouge va sortir... Raté. Il va sortir comme ceci.
Tac. Donc on pourrait se dire, bah là aussi, c'est bon. On va avoir dispersion spatiale de la couleur, on va voir ici un arc-en-ciel. Alors pourquoi en pratique on le voit très rarement? Eh bien c'est parce qu'en fait, ce qui arrive sur une fenêtre en vrai, c'est pas un rayon lumineux, c'est un flux. Donc si par exemple je prends un flux qui est comme ceci, eh bien en fait on va avoir ce phénomène-là pour tous les rayons du flux. Donc par exemple pour ce rayon-là, eh bien on va avoir le bleu qui va sortir par exemple ici, dans cette direction-là, et le rouge, pareil comme ça. Donc tout ça pour vous dire que le rouge, qu'on verrait ici rouge s'il était tout seul, en réalité on ne va pas le voir parce qu'en fait il va se mélanger avec les autres couleurs des autres rayons. Donc ça veut dire que en fait toute cette zone-là va être toujours blanche parce que ça va être la somme de toutes les couleurs. Par contre, si on regarde très très précisément, eh bien ici effectivement il va y avoir que le rayon rouge. Donc là on va voir apparaître au bord du faisceau, eh bien, du rouge ici, et de l'autre côté, du bleu. Mais c'est vraiment sur les bords, donc il faut être très très précis, puis il faut que la fenêtre soit suffisamment épaisse pour que les couleurs aient, entre guillemets, l'espace pour se séparer. Donc voilà pour cet exemple un petit peu plus original que d'habitude. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque les milieux ne sont pas homogènes? Parce qu'en fait, pour l'instant, on a regardé ce qui se passait dans un milieu purement homogène, ce qui se passait lorsque on passait d'un milieu homogène à un autre milieu homogène. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un milieu, mais dont les caractéristiques varient en fonction de l'endroit? Donc prenons par exemple un milieu dans lequel, là vous avez un endroit où vous avez n max, là vous avez n min, et puis vous avez comme ça des zones, un peu comme les cartes IGN, où vous avez ici des valeurs de n qui sont partout les mêmes. Donc en quelque sorte, on découpe le milieu en milieu d'indices. Donc par exemple, partout ici, on va avoir n min, partout ici, on va avoir n1, partout ici, on va avoir n2, partout ici, on va avoir n3 jusqu'à n max. Donc en fait, on découpe le milieu en sous-milieux dont on peut considérer que l'indice est constant, dans lequel on peut considérer. Ce qui fait que si il y a un rayon lumineux qui arrive par exemple comme ceci. Ici on a l'indice minimal, donc c'est-à-dire que n1 est plus grand que n min. Donc ici on va avoir une réfraction avec un rapprochement, alors ouais, pardon, j'aurais dû prendre un autre rayon, par exemple comme ceci, voilà. Donc on va avoir réfraction avec rapprochement de la normale, donc ça veut dire que ici le rayon, eh bien, il va se rapprocher de la normale ainsi. La même chose, n2 est plus grand que n1. Donc à nouveau, donc là, la normale va être comme ça va se rapprocher de la normale. Ici, même chose. Tac. Ça va encore se rapprocher de la normale. Donc en fait, on voit que en découpant le milieu en sous-milieu d'indices quasiment constants, eh bien on peut tracer la propagation du rayon lumineux, et donc on voit que c'est un ensemble de lignes brisées, et que si en fait on fait tendre ces sous-milieux vers des sous-milieux infiniment fins, eh bien en fait le rayon lumineux va suivre une trajectoire qui va ressembler un petit peu à une parabole comme ceci. Donc en fait on a le rayon qui est continuellement dévié dans un milieu qui est non homogène. Et donc on peut raisonner comme ça en le découpant en petites parties homogènes. Alors par exemple, on va expliquer les mirages. Les mirages chauds, c'est le plus simple. Donc on va aller relativement vite. Prenons ici le cas d'une route qui est chauffée sous l'action du soleil. Donc je fais le soleil comme j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est pas grave, c'est schématique. Donc ici il fait très très chaud, donc on a T max, et plus haut il fait moins chaud. On va dire on a T min. Alors pour aller vite, plus il fait chaud, plus l'air va être dilaté, donc plus l'indice va être faible. Parce que si l'air est dilaté, ça veut dire qu'il y a peu de molécules dans un même volume. Donc ça veut dire que, peut-être contrairement un petit peu ce qu'on pourrait penser au départ, l'indice de réfraction au niveau du sol va être très faible. Par contre,
plus haut, là où il fait plus froid, et bien là on va avoir quelque chose de plus dense, donc l'indice de réfraction sera le plus grand. Du coup, si vous avez un rayon lumineux qui vient par exemple du ciel, hop, il va arriver ici sur, entre guillemets, la première couche d'indice constant, par exemple N1. Mais vu qu'ici on a Nmax, eh bien N1 va être forcément plus petit que Nmax. Donc, ça veut dire que lorsque le rayon va passer dans le nouveau milieu, sous-milieu, eh il va s'éloigner de la normale. Donc il va s'éloigner, donc clac, comme ça. Bon, j'exagère beaucoup. Ici, il va arriver au niveau du deuxième milieu, mais logiquement, puisqu'on passe de Nmax vers Nmin, on a N2 qui est plus petit que N1. Donc à nouveau, ça va s'écarter de la normale. Encore. Encore. Et puis à un moment donné, l'angle d'incidence va être tellement grand, pardon. Donc là, l'angle d'incidence va être tellement grand qu'en fait, on va pouvoir considérer qu'on est en réflexion totale. Donc le rayon ne va plus passer en dessous, il va être réfléchi. Et donc il va remonter. Pourquoi il va remonter? Parce que ce coup-ci, là, le milieu d'indice N4 est plus réfringent que le milieu du dessus. Puisque N4 est plus petit que N3. Donc N3 est plus grand. Donc ici, ça va se rapprocher de la normale. Oula. Etc. etc. Et donc on voit bien, un rayon lumineux qui provient du ciel, eh bien, lorsqu'il va arriver dans cette zone-là avec une densité inhomogène, eh bien, il va avoir tendance à faire une parabole et à remonter. Sans qu'il y ait rien pour le réfléchir. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de flaque d'eau, il n'y a rien. C'est simplement l'inhomogénéité de l'air à cet endroit-là qui va faire remonter le rayon. Du coup, si il y a un observateur, vous êtes là, vous regardez en bas. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des rayons bleus qui vous arrivent dans votre œil par en bas. Et donc, si vous avez des rayons bleus qui vous arrivent par en bas, eh bien, bon, j'écris pas, hein, c'est le commentaire. Eh bien, du coup, eh bien, vous avez l'impression que des rayons du ciel ont été réfléchis sur une flaque d'eau. Parce que d'habitude, quand vous avez des rayons lumineux qui proviennent du ciel et qui ensuite vous arrivent par en bas, eh bien c'est parce qu'ils ont été réfléchis sur une surface réfléchissante, donc par exemple, de l'eau. Et donc votre cerveau, lorsqu'il y a des rayons qui correspondent au ciel qui arrivent par en bas, eh bien il va traduire ça par la présence d'eau. Et donc, par exemple, ici, cette image, on a l'impression qu'il y a un lac ici. Mais en réalité, on est dans un désert, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Mais c'est un mirage, on se fait avoir. Pareil, là, on a une route qui est très chaude, et bien on a l'impression qu'il y a des petites flaques d'eau là, qui réfléchissent, par exemple, les phares de ce camion. Mais c'est un mirage, c'est juste parce que l'air ici est très chaud par rapport à plus haut. Alors, il existe aussi le contraire, des mirages froids. Donc je vais vite, hein, je vous laisse vérifier. Si par exemple vous avez un bateau ici, donc ça émet des rayons dans toutes les directions, notamment vers le haut, et du coup on va avoir le contraire. On va avoir une déviation comme ça. Ce qui fait que si vous êtes dans un autre bateau, par exemple ici, que vous regardez en haut, eh bien vous avez l'impression, alors j'ai trop exagéré, eh bien vous avez l'impression qu'il y a un bateau qui vole. Regardez par exemple ici, donc on a le bateau en direct, et puis là on a une image du bateau qui vole. Et là encore plus fort, là on a carrément l'impression qu'il y a des îles qui volent. Donc c'est à nouveau un problème de mirage, donc c'est parce que ici en fait l'air au niveau de la glace, de l'eau glacée, est plus froid que l'air au-dessus, et donc vous avez la lumière qui a tendance à redescendre. Allez, dernière application, ce qu'on appelle la fenêtre de Snell. Donc si vous avez déjà regardé en étant sous l'eau plus haut, et bien peut-être que vous avez remarqué ce cône de lumière est tout autour du noir. Alors comment comprendre ça? Eh bien c'est assez simple. Supposons, donc on va réutiliser un schéma qu'on a déjà fait, donc supposons que
ici ce n'est plus la source, mais c'est vous. C'est l'observateur. Vous êtes sous l'eau. Mais ici, on peut utiliser une chose, c'est que l'optique géométrique donne la direction des rayons lumineux, mais ne donne pas le sens de parcours. Ça veut dire que ce qu'on a construit tout à l'heure comme étant des rayons émis par une source, eh bien, c'est exactement la même situation lorsque ces rayons proviennent de sources extérieures et vont se concentrer vers, ici, l'œil. Et donc, ce qu'on voit, c'est que tous les rayons qui arrivent à l'œil, donc on a fait toutes les directions, et bien finalement proviennent d'une zone qui en 2D est ici ce segment, et qui en 3D, vous imaginez bien, c'est un disque. Donc voilà le disque, avec ici les limites qu'on voit ici. En fait, tous les rayons qui rentrent dans l'eau vont converger ici dans ce cône. Donc ça veut dire que si vous regardez à cet endroit, eh bien à cet endroit, il n'y a aucun rayon qui va pénétrer dans l'eau et qui va arriver à votre œil. Par exemple, si vous avez un rayon qui arrive comme ça à cet endroit, eh bien il va être dévié comme ça. Donc il n'arrivera pas à votre œil. Donc finalement, tous les rayons qui arrivent à votre œil rentrent dans l'eau par cette fenêtre-là, qu'on appelle la fenêtre de Snell. Et donc c'est très très angoissant parce que ça veut dire qu'en direct, il n'y a rien qui vous vient de l'extérieur. Alors on verra qu'en pratique, c'est pas aussi restrictif, mais en théorie, vraiment, il n'y a rien qui peut vous arriver. Bon, on peut déjà dire quand même, pour spoiler un peu, que malgré tout, si vous avez un peu de lumière pour des raisons X ou Y ici, vous pouvez avoir de la réflexion dans l'eau. Donc, c'est pas forcément le noir absolu. On verra ça notamment dans des vidéos. Voilà, alors pour finir, pour conclure, on a vu pas mal de choses avec l'optique géométrique et finalement avec peu de postulats. Donc une source, c'est un ensemble de points lumineux qui émet dans toutes les directions de l'espace libre. Et puis ensuite, les rayons se propagent soit en ligne droite dans un milieu homogène, soit sont déviés lorsqu'il y a un changement d'indice. Soit déviés brusquement lorsqu'il y a un changement brusque d'indice, donc ça ce sont les lois de Snell-Descartes, soit de manière continue lorsque on est dans un milieu inhomogène. Alors pourquoi on a passé autant de temps avec l'optique géométrique? Eh bien déjà, première raison, c'est que ça permet en première approximation d'expliquer plein de choses encore. Par exemple, la formation des images. Par exemple, comment on fait pour faire des télescopes, des lunettes, etc. Donc, même si c'est une théorie qui est très ancienne, eh bien, c'est une théorie qui reste très utile. Mais en plus, comme on verra l'année prochaine, l'optique géométrique n'est pas totalement balayée par les autres théories de l'optique. On verra par exemple que l'optique ondulatoire utilise l'optique géométrique parce que eh bien, les rayons lumineux vont représenter la direction de propagation des ondes. Donc en fait, il suffira de dire que l'onde se déplace le long des rayons lumineux. Et donc, ça sera important de pouvoir connaître, de pouvoir anticiper la direction des rayons lumineux, par exemple, lorsqu'ils rencontrent une lentille ou lorsqu'ils rencontrent un nouveau milieu. Alors pour finir, une petite énigme dont on parlera en cours. On a un milieu inhomogène, par exemple, tout à l'heure, un sol chauffait beaucoup. On a un laser, on tire au laser horizontalement. Alors, essayez de deviner ce qui se passe, et donc on en reparle en cours.